soir, soirée particulière, on se met à l'écoute d'un pèlerin d'expérience. Notre ami Madi est sur les chemins de Compostelle depuis 2001. Sa première expérience remonte à 2001. Donc, ça fait 22 ans qu'il vit plein d'affaires en lien avec Compostelle, qui a découvert plein d'affaires, etc. Il a rencontré énormément de gens. Donc, il est en mesure, parfois, de nous livrer un petit peu de ses secrets, de ses moments de grâce. C'est un peu à ça qu'on va l'inviter ce soir. Il y aura des questions où on va l'inviter, dans le fond, à témoigner de son expérience. Il y aura aussi des questions où je l'amène un peu sur un autre terrain en tant qu'observateur privilégié du phénomène de Compostelle. On va lui poser quelques questions. Et pour ceux qui étaient là au GR, malheureusement, au GR, dans le fond, Jacques avait annoncé une période de questions qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il a manqué de temps. Ce soir, après la pause qui aura lieu aux alentours de 8h, 8h05, aux 10 minutes, on reviendra et là, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions, presque, oui, à Madi. Donc, dans l'expérience, je vous rappelle, dans le fond, simplement en vrac, certains moments forts, mais il va sûrement y revenir lors de son témoignage. Son premier appel et sa réponse radicale en 2001, il l'a vécu un peu à la façon de François d'Assise, un petit peu où on se libère de tout, puis on veut alléger notre vie pour se consacrer à un élan intérieur. Ça marche pour la paix. Donc, 3 personnes. Puis là, je trouve que par rapport à l'actualité présente, cette expérience-là a beaucoup de poids, de signification. Donc, un chrétien, un musulman et un juif ont marché de Jérusalem à Compostelle pendant 22 mois. Aussi, une autre expérience significative de l'itinéraire de notre ami Madi, c'est l'expérience qu'il a fait avec un jeune Olivier, donc dans le cadre d'un programme Seuil, où on permet à des jeunes de choisir entre différents types de... Bon, c'est des jeunes contrevenants, d'une façon ou d'une autre, et l'expérience de Compostelle leur est offerte, avec bien évidemment un accompagnateur. Donc, Madi, à ce moment-là, a été accompagnateur de notre ami Olivier. Ça n'a pas toujours été simple. Non. Mais il s'est rendu jusqu'au bout. Et je dirais, dans les autres faits marquants, puis là, il y a un lien avec Seuil puis avec Olivier, il y a aussi Françoise, qui a été rencontrée par Madi, qui est devenue sa compagne de vie depuis cette époque-là. Autre chose, à Cahors, je ne sais pas pendant combien d'années, mais il a accueilli un nombre impressionnant de pèlerins. Pendant combien de temps, Cahors? 6 ans. Bon, pendant 6 ans. Donc, certains d'entre vous qui sont arrêtés à Cahors, qui ont rencontré Madi, etc. Donc, et il est aussi énormément présent pour les gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, où il répond à des questions, il vient en aide avec des gens qui se posent des questions par rapport à Compostelle, donc il est bien placé pour, dans certains cas, faire baisser la tension, dans certains cas, donner des conseils, donner des informations, référer aux besoins. Donc, il le fait avec beaucoup de générosité et de dévouement, sa présence. Et l'autre élément là, qui nous touche encore de plus près, en 2018, 2019, il y a eu 2 missions que Joanne Morin, notre présidente, a organisées. L'intention, c'était des missions de réseautage. Donc, ce que Joanne souhaitait faire, c'est d'entrer en contact avec plusieurs hébergeurs, des gîtes, etc. Bon, Joanne connaissait déjà Madi. Et à ce moment-là, de façon très officielle, on peut dire, parce qu'il y avait même des gens de Cahors qui étaient présents, on a nommé Madi ambassadeur en France de l'Association du Québec à Compostelle pour l'ensemble du soutien qu'il accorde aux pèlerins de l'association. Donc, merci Madi d'avoir accepté notre invitation et de venir à la rencontre des pèlerins et pèlerines de Montréal. Là, je me rassois, je change de rôle, j'étais animateur, là, je suis intervieweur. Et voilà. Vous entendez bien tout le bruit? C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a voulu faire ça de façon très simple, d'une certaine façon. On n'a pas voulu faire... C'est pas une conférence. Donc, on souhaitait que ce soit un échange, un dialogue entre amis autour de l'expérience de Madi puis autour de l'expérience de Compostelle. Bon, la première question qui me vient spontanément, puis je pense que peut-être que la question, vous la posez, mais
qu'est-ce qui a déclenché cette douce folie pour Compostelle, donc d'entreprendre le chemin de Compostelle? Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui a motivé ton premier départ sur Compostelle? Et voilà. Et bonsoir. D'abord, je voulais vous dire merci, parce que je suis vraiment content d'être là. D'être au Québec, d'être ici en particulier ce soir, et parce que ça me permet de revoir des gens que j'ai reçus à Cahors, que j'ai eu vraiment un grand plaisir à recevoir à la maison, de mettre un visage sur un nom par rapport à des gens que je connais sur Facebook, et des gens, même des personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont rafraîchi la mémoire, en 2010, lors de, de ma première venue, parce que Françoise est déjà venue en 84. Donc pour moi, c'est la 3e fois et la 4e fois pour Françoise au Québec. Et pour répondre à ta question, Denis, je dirais que la première fois, ça a été une espèce de crise existentielle. Alors, je suis originaire de Moselle. La Moselle, c'est en Lorraine, dans l'est de la France, la frontière avec le Luxembourg, avec l'Allemagne. C'est une région où il ne fait pas... Enfin, maintenant que le dérèglement climatique, ça a peut-être changé. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je sais que j'avais beaucoup de mal à passer l'automne et l'hiver. Et il y avait tout le temps cette période-là qui revenait où j'étais hyper mal. Et très jeune, j'ai su que je ne resterais pas dans cette région. Je m'étais dit au pire, à la retraite, je descendrais au sud de la Loire. Et il se trouve qu'à un moment où je ne me posais pas de questions, parce que j'avais que 22 ans, je faisais beaucoup de vélo, je courais énormément, je faisais que des trucs, à 22 ans, on fait des trucs plutôt rapides. La marche, pour moi, c'était pour les vieux, donc il n'y avait aucune raison de m'y intéresser. Et chez nous, avec mes parents, on avait une règle. C'est, vous regardez la télé, vous faites ce que vous voulez, ok. Par contre, à 13h, à 20h, ce sont les informations, vous nous laissez tranquille. Donc un soir, je suis devant la télé tout seul, il est 20h, mon père arrive, je lui mets les informations, je lui donne la télécommande, je me lève pour partir, et je ne sais pas pourquoi, mais je vois un documentaire sur... On est en 89 à peu près, hein, et je vois, ça parle de gens qui partent avec un sac à dos en Espagne, vers une ville qui s'appelle Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'époque, je n'ai jamais mis les pieds en Espagne, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un pèlerinage, Saint-Jacques, etc. Et donc, je me rassois, je regarde ce truc pendant 5 minutes, et bizarrement, quand c'est terminé, je me dis, un jour, j'irai voir pourquoi ils vont là-bas. Et je me lève et je pars. Le temps passe, et arrive 2000, j'ai 33 ans, c'est mon anniversaire, et je me dis, bah, tiens, pour une fois, je ne vais pas faire la bringue, la fête avec les copains, je ne vais pas picoler, rien. Il y a une marche qui est organisée entre Thionville, où je suis né, et Metz, la préfecture de la Moselle, 50 km. Et je me dis, bon, et moi je courais énormément, et je me suis dit, bon, pour changer, je ne vais pas faire la fête, je vais aller marcher, et puis comme vu ce que je cours, ça va être une promenade de santé pour moi. Donc je me suis inscrit, j'y suis allé, et le truc c'est que ben, je suis venu avec sûr de moi, le gros malin, le gros crâneur, et j'ai marché à fond, j'ai dépassé tout le monde, et quand je suis arrivé un petit peu avant Metz, j'ai vu qu'il y a un truc qui se passait que je n'avais pas du tout prévu, je commençais à avoir super mal partout, et petit à petit les gens que j'avais dépassés ben, commençaient à me dépasser, et puis là je me dis ouais, je comprends pas ce qui se passe, et je suis arrivé à Metz, carrément les trottoirs qui étaient hauts comme ça, ben, il fallait que je porte mes jambes, que je monte comme ça les trottoirs, et je suis arrivé, le docteur sur place, il y avait une espèce de poste de secours, là, qui m'ont massé, et puis le gars m'a expliqué, il m'a dit, parce que je lui dis, je comprends pas, je cours énormément, et j'ai jamais eu de problème. Il me dit, ouais, mais la marche, c'est pas comme la course, ça n'a rien à voir. Et ça, je l'ai expérimenté, j'ai compris. Et donc, il faut que je rentre chez moi, et il y a une dame qui entend que c'est une dame que j'avais dépassée quand j'étais en forme, et qui m'avait redépassé après, et elle me dit, j'ai entendu que tu allais sur Thionville, est-ce que tu peux me déposer? Donc, je dis, oui. Je la ramène, je prends sur moi pour rentrer dans la voiture en faisant comme si j'étais en forme. En fait, j'avais super mal aux jambes. Je la dépose à Thionville. Oui, salut, merci, ciao. Je rentre chez moi, je marchais comme un robot, comme si j'avais des chaussures de ski, j'avais hyper mal aux jambes. Et je me suis dit, bon, demain, ça ira mieux. Je me lève le matin, c'était horrible. Je dis, ouais, c'est même pas la peine. J'ai appelé mon chef, j'ai dit, écoute, je peux pas venir. J'arrive plus à bouger quasiment. Je viens demain parce que là, c'est pas possible. Donc je suis resté à la maison toute la journée, je me suis préparé à manger, j'ai mis une petite table à côté du fauteuil, je me suis mis la télé, et j'ai regardé la télé toute la journée. Le lendemain, je n'ai plus aller travailler, et je me suis dit, ouais, je disais que la marche c'était pour les vieux, mais en fin de compte... Et il se trouve que c'est, voilà, j'ai fait mon anniversaire comme ça, je passe encore un hiver où je suis vraiment pas bien, et je me dis, mais non, mais là, en fait, chaque crise existentielle était de plus en plus forte, et je souffrais de plus en plus. Donc un jour, je me lève un matin, et puis je suis dans mon appartement, et je suis là, je me dis, ok, j'ai perdu 1 heure de sommeil dans les transports,
Enfin, je me lève 1 heure plus tôt pour éviter les embouteillages, parce que je travaille au Luxembourg, pour arriver tranquille et calme au boulot. Et je me dis, je gagne pas vraiment un salaire extraordinaire pour entretenir le peu que j'ai là. Et là, je me fais une espèce de transfert 20, 30, 40 ans en avant, et je me dis, mais si c'est pas une vie de merde comme ça, j'ai autant me mettre une balle dans la tête tout de suite, comme ça, c'est réglé. Et là, j'étais vraiment dégoûté. Et puis là, je me rappelle, on m'avait offert un livre sur Compostelle, et je retombe dessus, je me dis, ben voilà, j'avais dit qu'un jour, j'irais voir pourquoi ils vont là-bas. Et là, la machine, elle se met en route. Mais alors, ça va très très vite. Hein. Je me dis, j'y vais, j'y connais absolument rien à la marche, au sac à dos, tout ça, je comprends rien du tout. Moi, je sais courir avec mes baskets, j'ai aucun problème, mais là, déjà, premier truc, il faut que je gère au niveau du travail. J'étais chef d'équipe sur un gros chantier avec une dizaine de bonhommes, là, puis je leur dis, je vais partir. Je leur dis pas ce que je vais faire, mais je leur dis, soit lundi, je reviens avec les croissants, soit lundi, je suis pas là parce que j'ai démissionné. Et là, ils me disent, mais le patron, il va te jeter comme une merde. Il a jamais laissé passer partir quelqu'un comme ça. Donc le père Schmitt, on l'appelait. Et moi, j'ai rendez-vous le vendredi soir avec le père Schmitt, et je me dis, le connaissant, lui, c'est pas du genre à se poser des questions sur la vie. Il a une entreprise, il veut la faire tourner. Donc je vais en avoir au moins pour 1 heure à le travailler au corps. Je me pointe chez lui, puis là, quand on vient demander une augmentation, en général, on est s'il vous plaît. Mais là, non, là, je suis en position de force, je sais ce que je veux. Il n'est même pas question qu'on en discute. Donc je lui dis, voilà, je veux partir de là à là. Vous êtes d'accord, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord, je démissionne. Et là, il me dit, tu veux quoi? Un congé sans solde? Ouais. Combien de temps? 4 mois minimum. Ok, fais-moi un courrier. Je lui fais un courrier. Chose curieuse, il me répond, alors que d'habitude, c'est un secrétaire qui répond. Et là, il me fait un courrier, puis il me dit, prends-toi 4, 5, 6 mois, quand tu reviens, je te reprends. Et là-dessus, ben, je reviens le lundi avec les croissants, les copains me regardent, waouh, il t'a laissé, tu vois, c'est bon. Et là, ils en revenaient pas. Et je m'embarque, je pars sur mon truc, je m'arrange par rapport à mes affaires. Je lisais un bouquin de Saint-François d'Assise, et Saint-François d'Assise, d'après ce que j'ai encore en mémoire, il était issu d'une famille bourgeoise, et il s'était volontairement rendu pauvre. Et là, pareil, je suis un peu bizarre, mais je me dis, quel effet ça fait d'être pauvre, de plus rien avoir. Et là, je me dis, bon, ben, comme je vais partir, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai. Donc, la moto, les meubles, les instruments de musique, l'électroménager. J'ai vidé mon appartement, j'ai tout donné, je voulais rien vendre. Pourtant, financièrement, j'étais vraiment pas. Ça m'aurait fait du bien d'avoir un peu plus d'argent. Mais là, je me suis dit, je veux rien vendre, je vais tout donner. J'ai tout donné, j'ai gardé ma voiture, ma caisse à outils, avec cette petite voix-là qui me disait, il faut que tu ailles à Compostelle, ta vie, elle va changer. Et c'est comme ça que je suis parti, à commencer une aventure qui allait me mener là où jamais j'aurais imaginé. Donc, vous imaginez, l'appartement est vide, l'élan est là, on part pour Compostelle. Bien évidemment, la longue feuille de route de ma vie pourrait nous entretenir sur chacune des années, des expériences, des moments longuement. Mais je vais lui demander de faire un choix. Et je reste en toi y penser. Parmi tout ce que tu as pu vivre sur les chemins de Compostelle, parce que souvent les gens partent pour Compostelle, ce qui est dominant, c'est le lien avec la nature, le lien avec les autres, la rencontre de soi, etc. Y a-t-il des moments particuliers, ce qu'on pourrait appeler des moments de grâce, qui demeurent encore présents lorsque tu penses à tous les chemins que tu as foulés? Dans le fond, ce qui donne un peu de prix à ton expérience, qu'est-ce qui fait là, avec le recul après 22 ans? Y a-t-il comme des choses que tu... Wow, ça, effectivement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, une ou deux ou trois événements particuliers là, qu'on pourrait appeler là, des moments charnières ou des choses qui t'ont confirmé dans ton choix, dans ton élan initial de mettre Compostelle au centre de ta vie? Non, je vais être franc avec vous. Denis m'avait parlé de la question, et j'avais beau y réfléchir toute la journée, je me suis dit, il y a plein de trucs, en même temps, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Alors j'aurais peut-être, comme ça, pendant que tu me parles, il y a peut-être 3 anecdotes qui ne sont pas très longues, et qui pour moi collent bien avec ce que j'ai vécu moi, et ce que j'ai pu voir de ce que le chemin peut faire vivre à d'autres personnes. Donc il y a une chose, quand on est parti de Jérusalem à Compostelle, c'était... il faut savoir que moi, je suis vraiment quelqu'un d'hyper urbain. J'aime bien dire ça parce que je suis vraiment le mec du quartier qui a toujours bouffé du poisson pané, la bouffe du supermarché. Quand j'ai fait le chemin, j'ai rencontré
je suis allé à la rencontre de la France profonde, que je ne connaissais pas du tout. Être accueilli à la ferme, être accueilli vraiment dans le monde rural, qui n'a rien à voir avec ce que moi je connaissais. J'avais quand même ouais, 33 ans à l'époque. Et donc je découvre tout ça. Et quand on est parti de Jérusalem, là ça a été autre chose. Moi j'ai vachement de mal, quand on était plus jeune avec les copains, je leur disais toujours, j'ai vachement de mal avec le fait de prendre un homme dans mes bras. Et je disais toujours aux copains, je suis allergique au contact masculin. Donc c'était une façon de dire, je n'ai pas envie. Et à travers le chemin, depuis Jérusalem en particulier, parce que les rencontres notre projet était quand même fort, il parlait à plein de monde, quasiment à tout le monde. Et donc ça a changé un peu ma façon d'interagir avec les autres, en particulier avec les hommes. Et il y a la nature. Il y a la nature qui a fait qu'un jour on arrive à... J'avais des amis, une amie en particulier qui travaillait dans le social avec moi à l'époque, qui avait de la famille en Italie, qui avait son oncle en Italie, dans un tout petit village à Zinano, perdu dans la montagne. Et elle nous dit, bah, quand vous passerez en Italie, moi je viens. Et elle est venue avec une copine, elle est venue avec ses enfants, la fille d'une copine. Et je me rappelle qu'on s'était donné rendez-vous dans ce petit bled, et son oncle était venu me chercher. Son oncle, c'était que Dieu ait son âme, il est décédé depuis, c'était un prêtre, mais qui roulait comme un malade. Lui, il était du pays, il connaissait le truc, mais nous, on était comme ça dans la bagnole. Avec Richard, on se regardait, je me disais, il va me tuer celui-là. Et on monte, et à un moment, heureusement Christine était là, sa nièce, donc mon amie, et elle lui dit, arrête-toi, on va leur montrer un truc. On s'est arrêté en face c'est le Grand Sasso, je crois que ça s'appelait la montagne. C'est fou, c'est rien, peut-être en plus pour vous qui connaissez l'hiver, tout ça. Mais moi, on est sorti de là, il était minuit, on avait la chaîne du Grand Sasso qui était en face, à je sais combien de kilomètres. Mais le soir-là, j'ai regardé, je me suis dit, mais, waouh. Comment dire, j'avais l'impression d'être en face d'un tableau, et je me suis dit, mais on est tellement petit par rapport à ce truc, et quelle main, jamais la main d'un être humain aurait pu dessiner, imaginer ce truc. Je me dis, il y a forcément quelque chose, sans rentrer dans des délires religieux, etc., je me dis, mais il y a forcément quelque chose qui nous dépasse au-dessus de nous, qui a réussi à faire ce truc, parce que c'était tellement parfait. En fait, à minuit, on a eu l'éclairage de la lune, on voyait super bien, et tout était parfait. C'était vraiment un moment parfait. Quand je suis reparti de là, à chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part, je me rappelle à Rome, les religieux nous ont interrogés. Et pareil, ils m'ont posé un peu la même question. Et je leur ai raconté ça, parce que je leur ai dit, mais pour moi, ça a été comme une espèce une révélation, un moment de grâce où je me dis, comment la nature, elle peut nous émouvoir, comment elle peut être... Ouais, ça a été vraiment extraordinaire. Ça, c'était la rencontre avec la nature. Après, les deux anecdotes, c'est avec Carlos. Carlos, c'est un type que j'ai rencontré quand j'avais fait mon chemin en 2001. Donc, je vais à Compostelle, je vais à Fisterra. Puis quand je repars, je me paye quelques temps de vacances dans le sud du Portugal. Quand je remonte, ayant laissé ma voiture chez un copain en Auvergne, j'ai quelques jours. Le copain me dit, je m'absente, je serai là de retour dans 4-5 jours. Donc, moi, j'ai 4-5 jours à tuer. Je me dis, bon, je vais descendre à la frontière portugo-espagnole et je vais partir de Tui, marcher jusqu'à Compostelle, ça représente 4-5 jours. Et là, je suis tout seul, parce que j'ai marché pendant 2 mois avec des gens et tout. Là, je suis tout seul, j'ai mon petit bouquin d'espagnol, j'apprends 2-3 phrases. Je suis tout content d'aller voir la police et leur dire à quelle heure ouvre l'albergue en espagnol. Là, j'étais fier de moi. Et le soir, à l'auberge, il y a des pèlerins, il y a un espagnol, et je lui dis, là encore, je vais tenter mon truc, là. Et je dis, l'eau est chaude. C'est super comme introduction. Et là, Carlos, il me dit, oui, elle est chaude. Et on a enchaîné avec l'anglais, parce qu'il a vu que j'étais hyper limité en espagnol. Et on marche comme ça 4-5 jours. Carlos me raconte son aventure, il a fait le chemin plusieurs fois, etc., que ça a complètement bouleversé sa vie, qui était plutôt un bagarreur, il m'a dit le chemin, ça m'a vraiment calmé, au point que quand on arrive à Padrone, il y a un type qui est assis, qui nous voit arriver, puis qui se signe plusieurs fois comme ça. Je dis à Carlos, c'est normal ça. Il me dit, ben, c'est un de mes copains, et ils ont perdu l'habitude ils ne m'ont pas connu comme ça. Et on marche jusqu'à Compostelle. Il me présente Maria José, sa fiancée, sa copine, qui travaille à Compostelle. Et voilà, et on est vraiment super bien raccord tous les deux. Et je pars. Et je travaillais en Allemagne, parce qu'après, quand j'ai rencontré Richard, on préparait le voyage Jérusalem-Compostelle. Il fallait que je mette un maximum d'argent de côté. Du coup, mon fameux patron dont je parlais tout à l'heure, que j'étais censé revoir, ben, je lui ai refait un courrier en lui disant ben, je ne vais pas revenir, parce que là, maintenant, je pars à Jérusalem. Et quand je suis en Allemagne, Carlos me téléphone, il me dit écoute, j'ai un truc à te dire, c'est important. Et là, je coupe, je lui dis tu vas te marier. Et il me dit oui, et j'aimerais bien que tu sois là.
Donc, à l'époque, j'étais avec une compagne. On a fait un aller-retour, mais hyper speed. Donc, partir le vendredi soir, parce que moi, il fallait que je rentre le vendredi soir d'Allemagne, qu'on aille en Espagne, qu'on fasse le mariage, qu'on revienne. Et avec Carlos, donc il y a 180 personnes. Personne ne nous connaît. Je suis le premier à danser avec la mariée. Ma compagne de l'époque était la première à danser avec Carlos. Et là, autour, il y avait plein de gens qui devaient dire « Mais d'où ils sortent, ces cons, là? On ne les connaît même pas. C'est eux les premiers sur la piste. » Et ça a été le début d'une... C'était même plus une amitié, c'était une fraternité. Parce qu'à chaque fois, encore cette année, chaque fois que je passe à Padron, je dis toujours à Carlos, c'était quand même l'ami pour lequel je fais le plus de kilomètres à pied pour venir le voir. Et à chaque fois, on s'est vu. Et c'est lui qui nous a fait rencontrer les prêtres à la cathédrale quand on arrivait de Jérusalem. Et pour boucler, une dernière anecdote, c'est ce que le chemin peut apporter. Et moi, qui m'a fait vivre un moment très fort, c'est que quand j'étais à Cahors, alors ceux qui sont sur Facebook connaissent un petit peu l'histoire de la brochette verticale. C'est un plat particulier que j'aime bien faire découvrir aux gens qui passent par Cahors. Et sur Facebook, je ne sais plus comment, je tombe sur un type qui est parti du Jura, donc qui est quand même très loin du Puy-en-Velay et de Cahors. Il est parti du Jura et il fait son chemin, là, un grand blond avec les yeux bleus, tout le temps un sourire jusque-là, il marche en kilt. Et je le suis, je demande à un ami, puis je le suis. Puis voilà, je vois qu'il va chez son père qui est près de Rocamadour. Et je lui dis, mais si tu passes à Cahors, viens me voir, on se boit un coup ensemble. Donc il s'appelle Stéphane, Stéphane vient. Donc je le connais depuis plusieurs semaines, je le suis avec toujours ce grand sourire. Et je lui dis, on va se faire une brochette verticale ensemble. Donc on va à la brochette verticale, on se prend un bon apéro, on se mange la brochette, on se prend le digestif, on discute. Et puis à un moment donné, Stéphane il me dit, en fait, si je fais le chemin, c'est parce qu'un soir, je suis rentré, donc il était séparé de sa femme, ils avaient un enfant qui avait 17 ans, avec la garde alternée, et il m'a dit, un soir, je suis rentré et mon fils était pendu. Et moi, j'accuse le coup en me disant, putain, ça fait des semaines que je me dis, ce gars-là, il a tout pour lui, il est avec son sourire, son physique et tout. Et donc, on continue la soirée, là, après, on a tourné carrément à 1h du matin, je lui ai fait visiter Cahors, on était tous les deux quand même un peu avec la lampe de poche, et je lui ai expliqué un petit peu l'historique de Cahors. Et on part pour... on rentre, lui il va dans son gîte, moi je vais chez moi, et je le suivais un petit peu sur Facebook, et en fait quand il a fait le chemin, quand il est revenu, il m'a dit, parce qu'il hésitait entre le Nortais et le Frances, puis je l'avais convaincu d'aller sur le Frances, il m'a dit, mais je suis tellement content de t'avoir écouté, puis il m'a dit, c'est la première fois que j'arrivais à respirer, parce qu'il me disait, je suis tout le temps comme si on m'étouffait de l'intérieur. Et quand il est rentré, ben évidemment, tout le monde sait que quand on regarde, c'est déjà vachement dur. Là, il se retrouvait avec ses douleurs et quand il est revenu chez nous, il m'a dit, ça fait 6 mois que, depuis que je suis rentré, ça fait 6 mois que j'arrive plus à sortir de chez moi. Et il était redescendu directement à Cahors pour passer la soirée avec nous. Je crois qu'il avait passé 1 ou 2 soirées avec nous. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a... Parce que moi, je n'ai pas vécu ça, Dieu merci, mais de voir à quel point le chemin avait pu apporter quelque chose à cette personne, sachant qu'il y a eu, en 6 ans, j'ai rencontré des milliers de personnes, de pèlerins, pèlerines. Et là, ça a été un exemple, un des plus forts pour moi de ce que le chemin peut apporter. Avec le recul, selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé en dedans de toi? Là, par rapport à ce qui était Mazie, là, tu nous parlais de la période avant 33 ans, et après avoir vécu tous ces chemins-là, après t'être donné à fond dans l'expérience de Compostelle, y a-tu des choses qui ont changé en dedans de toi? D'ailleurs, la thématique de cette année du JR, c'était Compostelle, chemin de transformation. Quand tu te regardes, là, y a-tu des choses qui ont changé ou qui ont été transformées chez toi? Il y a sans doute des choses qui ont changé, sur lesquelles j'ai évolué, dont je ne me rends pas compte. Et ce que j'avais aimé avec le chemin, en particulier la première fois, c'était que les gens nous font comprendre, nous renvoient un autre reflet de nous-mêmes. Ça n'a rien à voir, parfois ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre qu'elle me dise ça, que lui me dise ça. Comme nous, on renvoie une autre image aux autres. Attends, je tiens un petit peu comme ça. Et ouais, déjà, c'était un questionnement. Parce que quand je suis rentré chez moi, sachant que je viens d'un quartier, une petite ville, d'un quartier qui avait une très mauvaise réputation, et dès qu'on sortait de la ville, vous, ça vous parle pas, mais moi, avec mon accent, il suffisait que je sorte de la ville pour qu'on sache que je venais de là. Donc, c'était pas terrible. Même si moi, je faisais pas partie des gens qui faisaient des conneries, mais qui ont fait qu'on avait une mauvaise réputation. Mais le fait que les gens me renvoient une toute autre image de moi, déjà, ça m'a...
quand je suis rentré, je me suis dit, ouais, ok, j'ai droit, j'ai ma place ici. Alors qu'avant, je me dis, qu'est-ce que je fous sur cette terre? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Je sais pas. Et au fur et à mesure des chemins, ça s'est amplifié parce qu'il y a eu d'autres rencontres. Et je pense que vraiment là où il y a eu un gros bouleversement en moi, ça a été et la rencontre avec Françoise. Et puis, moi, j'ai toujours été, je me dis tout le temps, ok, je suis pas con. Si j'ai envie de rencontrer une femme, avec un peu de finesse, je pourrais. Par contre, là où j'ai toujours eu des problèmes, c'est le travail. J'ai fait plein de jobs et à chaque fois, à un moment, j'arrive, je me dis, ouais, ça m'intéresse plus, j'ai fait le tour. Donc, je me suis toujours dit, je vais être malheureux professionnellement. Ça, c'est clair. Et il est arrivé que le moment où j'arrive à Cahors, je commence à tenir cette boutique de matériel de rando pour le chemin et avoir affaire à des pèlerins tous les jours. Là, ça a vraiment été un changement profond. Ça a été... comment dire ça? C'est vachement dur à expliquer en fait. Parce que moi, je me reconnaissais même plus. Il y a des moments où déjà plein de fois, je me suis dit, je ne mérite pas ça. Parce qu'en fait, les gens venaient... des fois, je me souviens qu'il y a des gens qui avaient fait, je sais pas, 300, 400 km en voiture, un détour de 300, 400 km juste pour me dire bonjour. Donc je me dis, waouh. Et où en particulier des pèlerines, mais j'avais vu des pèlerins qui étaient émus, mais des pèlerines qui venaient, qui fondaient en larmes devant moi en me disant, je suis tellement contente de te rencontrer en vrai. Et pareil, moi j'étais là, je me dis, mais je suis juste Madi, quoi. Je fais rien d'autre que de rechausser les gens, de les retaper physiquement, indirectement, de les retaper moralement, quand je pouvais, quand je trouvais les mots. Et il y a eu ce truc où prendre un mec dans mes bras, après, ça a été durant le chemin, où un jour j'étais dans une cathédrale à Saint-Raphaël, je ne sais pas pourquoi, il y a un couple qui rentre avec leur fille, et le mec, je ne le connais pas, je ne connais pas du tout. Il rentre, il me prend dans ses bras, moi je suis là, d'accord, et en même temps je me dis, ouais, mais en fait, c'est agréable. Et je me dis, mais si lui m'a donné du gars comme ça, peut-être que moi, ça fera la même chose. Et par la suite, j'ai appris à faire ça, à prendre de... Il y a même des gens qui m'ont dit, mais c'est vraiment parce que c'est toi qui m'as pris comme ça, parce que d'habitude, je ne me laisse pas faire. Et je me dis, ouais, mais moi, j'étais comme ça aussi. Et ça a été un des trucs qui a fait que les relations aux autres, elles ont changé, parce que j'étais plus... Surtout à Cahors. À Cahors, j'étais vraiment... La boutique, c'était mon territoire, j'étais sur mon petit nuage, et je donnais tellement, parce que pour moi, c'était... J'ai déjà donné dans ma vie, mais là, c'était vraiment, j'ai jamais autant donné, je pense, pendant 6 ans, parce que c'était devenu un sacerdoce. Moi, je sais ce que le chemin représentait pour moi. C'était tellement important. Donc, les gens qui viennent ici, il faut que je fasse le maximum, que ce soit pour du matériel, que ce soit par rapport à leur morale, que ce soit pour trouver un hébergement. Il faut vraiment que je fasse le maximum, que je les aide à atteindre. Ils ont un tronçon de 10 jours à faire, de 15 jours. Ils vont jusqu'au bout, mais il faut que je les aide. À mon niveau, il faut qu'ils se disent, ouais. Quand on est passé à Cahors, il y en a au moins un qui s'est mis en 4. Et comme il y avait les copains derrière, les hébergeurs qui le donnaient aussi, donc c'était un tout. Je voulais que les gens quittent Cahors en disant à Cahors, ouais, on s'en souviendra de notre passage, parce qu'ils ont été vraiment, ils ont bien assuré. Comme dans d'autres points, mais nous, on était de Cahors. Donc forcément, il fallait que ça me parlait plus. Et je crois qu'il y a eu plus de... Je ne l'ai pas vu vraiment sur moi. J'ai plus vu dans la façon dont les gens réagissaient par rapport à moi. C'était vraiment de me dire, ça fait trop bizarre. Parce qu'après, quand je suis rentré du premier chemin, j'ai été vachement frustré parce que j'avais personne avec qui partager mon expérience de 2 mois. Ma famille était contente que j'ai fait ça, mes potes aussi, mais sans plus, il n'y avait pas de questions, ça ne les intéressait pas du tout. Et là, les dernières années, j'ai des copains, des amis d'enfance qui sont passés, qui faisaient le chemin. En plus, il y en a qui sont venus dormir à la maison. Et je me dis, parce que je me souviens de Jean-Jacques qu'on a reçu avec sa femme et sa fille. Jean-Jacques, je lui avais envoyé une carte postale de Compostelle en 2001. Et là, je le vois en train de faire le chemin et il découvre tout ce monde-là qui est inexplicable quand on n'a pas fait le chemin. Et là, je me dis quand même, j'ai vraiment plus rien à voir avec le Madi que j'étais avant, avec la vie que j'avais avant. Là, c'était vraiment autre chose. C'était magique. Et il m'était arrivé plein de fois de descendre de la boutique et de regarder cette boutique vieillotte là, dans une maison qui datait de 1864, avec un plancher hors du temps. Et à chaque fois, je me disais, mais il y a un truc qui se passe là, il y a une espèce de magie ici qui fait que... Et en fait, je me suis rendu compte, après, quand les choses ont un peu mal tourné, il n'y avait plus la magie, il n'y avait plus rien, mais c'est parce que c'est moi qui avais changé. C'est mon regard qui n'était plus le même. Et je me suis dit, finalement, cette magie, c'est moi qui l'entretenais.
c'est moi qui l'avais mis en place, c'est moi qui l'entretenais. Et à partir du moment où j'avais plus le truc, j'avais plus la flamme, la magie, elle a disparu. Mais les pèlerins, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé sur Facebook. Les gens que j'ai rencontrés, que j'ai rencontrés ailleurs, parce qu'après, on est allé. Maintenant, on est à Blois, dans le département 41, ce qui explique mon polo, mon super polo. Et dans les châteaux de la Loire, pour ceux qui n'arrivent pas trop à situer Blois. Et de revoir des gens là-bas qui étaient passés à Cahors, et de revoir des gens ici au Québec qui sont passés à Cahors. Et tout ça, ça fait que. Ouais, ça a complètement bouleversé ma vie. Je ne sais pas comment dire en fait. J'arriverai pas à le dire. J'arriverai pas. Pas ce soir. Une autre fois peut-être. Il faudra revenir. C'est bien vrai que c'est souvent dans le regard des autres que ça nous révèle un peu les changements qui se sont passés, effectivement. J'aimerais peut-être parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais j'aimerais te ramener sur la route entre Jérusalem et Compostelle. Bon, la façon que c'était présenté à l'époque, c'était un chrétien, un musulman et un juif qui marchent ensemble pour la paix. Dans le contexte actuel, c'est pas facile d'y croire. Mais c'est quoi ton lien, justement, avec l'expérience religieuse ou spirituelle? À l'époque, est-ce que tu te définissais comme un musulman? Comment, dans le fond, vous trois, vous avez vécu cette dimension-là, spirituelle ou religieuse, dans cette longue marche de 22 mois? Alors là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à... Le projet s'appelait Marche Ensemble. Donc c'est Richard Bois qui avait créé ce projet. Richard Bois que j'ai rencontré en rentrant de mon premier chemin, que j'ai rencontré à 4 h du matin dans une gare routière. C'était vraiment complètement improbable. Et Richard, malheureusement, est décédé il y a très peu de temps. Il est décédé fin septembre, début octobre. Et c'est grâce à lui que la première fois qu'on est venu au Québec, enfin moi, François étant déjà venu en 84, mais c'est grâce à lui que j'ai connu le Québec. C'est grâce à lui, à Nicole Aubry, Maurice Chasson, qu'il avait rencontré à Conques quand il était hospitalier et qui nous ont fait venir pour faire une espèce de tournée comme ça, pour parler de notre marche. Le projet s'appelait Marche Ensemble et c'était faire marcher ensemble un chrétien, un juif, un musulman. Sachant quand Richard m'a présenté le projet, je lui ai dit, écoute, moi mes parents étaient musulmans, je ne suis pas pratiquant. C'est la preuve, je bois de l'alcool, je mange du porc, je sors avec une fille qui n'est pas musulmane, donc je cumule tous les mandats, quoi. Et Richard me répond, écoute, moi j'ai été baptisé, on ne m'a pas demandé mon avis, et je ne vais pas à la messe tous les dimanches. C'est plutôt une aventure humaine, mais spirituellement et symboliquement, c'est quelque chose de fort. Et moi, j'ai vraiment accroché à ça. Sachant que mes parents étaient très pratiquants, mais que voilà, mon père ne m'a pas filé à son grand désespoir, il ne m'a pas refilé sa foi, même si moi j'ai une foi, mais qui n'était pas la même que la sienne. Et donc, quand on a fait ce projet, c'était Marche Ensemble, ça s'arrêtait à ça. Ce sont les gens, après, sur le chemin, qui nous ont appelés Marcheurs pour la paix. Ce n'est pas nous qui nous sommes donné cette dénomination. Et là où ça a été vraiment quelque chose de fort, c'était que, à force de discuter, je vais commencer par mon cas, c'était qu'on a rencontré pas mal de musulmans, évidemment, en Israël, en Palestine, en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Turquie. Après ailleurs aussi, mais surtout dans cette région-là. Et je me rappelle qu'en Syrie, j'avais dit c'était un Syrien qui avait fait ses études en Bretagne, donc il parlait super bien français, et on avait pu discuter. Je lui avais dit, si j'avais rencontré des musulmans comme vous, je me serais sûrement mis dans la religion. Mais les musulmans que j'ai côtoyés ne m'ont pas donné envie. Ils me tenaient un discours auquel je ne pouvais pas adhérer. Et à force de rencontrer des musulmans, des chrétiens, des juifs, parce qu'on avait des fois des entretiens qui duraient longtemps. On en parlait avec un monsieur Chouraki à Jérusalem qui nous a expliqué un peu la symbolique de certaines choses chez les juifs, mais pendant 4 heures. D'ailleurs, quand on est sorti avec Richard, on s'est dit waouh, ça fait beaucoup d'informations en une fois, là, je ne suis pas sûr qu'on va retenir beaucoup de choses. C'était très très symbolique, c'était très très fort, c'était vachement intéressant, mais c'était même pas condensé, c'était trop. Et donc, à force de rencontrer des juifs qui nous parlaient de leur foi, des musulmans qui nous parlaient de leur foi, des chrétiens, on a surtout côtoyé des chrétiens, parce qu'on a beaucoup été hébergés dans des monastères, chez les bonnes sœurs aussi, donc monastères, les abbayes, etc. Et on tombait tout le temps sur des gens qui étaient très érudits, qui lisaient énormément et qui avaient tout le temps cette espèce de sagesse, malgré que leur croyance était complètement différente. Et ça renforçait nos convictions. C'est-à-dire, ouais, on est vraiment tous issus de la même famille, mais voilà, il y a des choses qui font qu'on se tape les uns sur les autres. Et je garde cette image qu'un prêtre de Toulouse m'avait présenté un petit peu avant de partir. Il m'avait dit, au final, on grimpe
on est tous en train d'escalader la même montagne pour arriver au même endroit, mais sauf qu'on monte chacun d'un côté différent, c'est tout. Et ça m'était resté. Et Richard et Johan, qui nous a rejoints après, Johan, on l'avait rencontré à Jérusalem, il nous a rejoints plus tard. On était d'accord sur la politique et on était d'accord sur la religion. Même si on n'avait pas du tout la même culture, la même éducation, on se rejoignait sur les points principaux qui ont fait que ce projet-là, on l'a porté jusqu'au bout. Et je crois que, enfin moi, je ne me suis pas rendu compte à quel point, au fur et à mesure qu'on avançait, les gens nous apportaient énormément. Parce qu'il faut savoir que Compostelle, ce n'est pas un lieu de pèlerinage pour les juifs, pour les musulmans. Et ça représente même, comme moi à l'époque, je ne connaissais pas Saint-Jacques-de-Compostelle. On m'en avait jamais parlé. Et là, de voir des gens du peuple, des pauvres, très très pauvres, des misérables, comme des gens très très riches, et c'était, on va vous aider à arriver à mener à bien votre projet. On va vous aider à arriver en Espagne. Surtout quand on est au Moyen-Orient, quand on nous dit vous allez où? On marche jusqu'en Espagne. Ils nous regardent comme ça, on a nos gros sacs. Et là, je dis wow. Et là, pour résumer le truc, c'est qu'en 22 mois, on a dormi une fois dans une autre tente qu'on a donnée par la suite, et une fois dans une gare routière en Italie, parce que c'était Pâques. Pâques en Italie, c'est la puissance de Noël multipliée par 1000. Donc tout était blindé partout, on ne connaissait personne, on n'avait pas fait de rencontre. On a dormi dans la gare routière. Mais sinon, on a toujours été hébergés chez les gens, tout le temps. Des gens qu'on ne connaissait pas la plupart du temps, 9 fois et demi sur 10. Et des gens qu'on rencontrait comme ça, des gens qui ne parlaient pas notre langue. C'est arrivé qu'un type traverse la route avec deux seaux d'eau, qui nous voit et qui nous fait juste un signe de la tête. On se retrouve hébergé chez lui alors qu'il parle que arabe et que nous, moi j'avais un petit peu appris l'arabe après. En Syrie, j'avais beaucoup appris l'arabe. Mais avant, non. Et donc tout ça, ça a fait que quand on est rentré, on nous a demandé qu'est-ce que vous avez retenu de votre voyage. Et là aussi, on était d'accord, c'était que Richard avait une phrase qu'il a répétée tellement qu'à la fin, on se foutait de sa gueule avec Johan. Et il disait « La Terre est un beau pays ». Et surtout, quand on nous demandait, on disait « Ce qu'on retient, c'est ce qu'il y a encore beaucoup d'humanité ». À l'époque, c'était déjà, on avait commencé après c'était la deuxième intifada, donc l'atmosphère n'était pas terrible. Il y avait encore des accrochages sur l'esplanade des mosquées entre l'armée et puis certaines personnes, certains musulmans qui voulaient accéder à la mosquée. Et malgré tout, il y aura tout le temps des gens, parce que déjà là-bas en particulier, entre Palestiniens et pas Israéliens, parce qu'Israélien c'est une nationalité, on peut être musulman et israélien. C'est pour ça que je vais dire juif. Il y en a des fois qui prennent ça comme un terme péjoratif, mais non, c'est juste pour dire que c'est vraiment un problème entre certains juifs et certains palestiniens, ou certains musulmans. Et donc, ce qu'on a rencontré, c'était des gens qui souffraient de chaque côté, qui n'étaient pas du tout en accord avec les décisions prises par les politiques ou par certains partis, même certains terroristes. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est il y en a qui payent la politique sécuritaire d'un côté, de l'autre, les terroristes du Hamas qui font des trucs. Résultat des courses, de l'autre côté, ils répondent avec une violence pas possible. Donc on est tout le temps au même truc. Il y en a qui ont décidé des choses, et puis là, il y a le peuple. Et le peuple, lui, il n'a rien demandé, puis il subit. Et quand on était à Jérusalem, il y avait une petite communauté, c'est une espèce de petit village qui s'appelait Neve Shalom. De mémoire, ça voulait dire la paix maintenant. Et là, il y avait chrétiens, juifs, musulmans, des enfants à qui on apprenait à vivre ensemble, à grandir ensemble, à étudier ensemble. Et c'est une toute petite minorité. Mais il y avait plein d'exemples comme ça où on s'est dit, ok, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de morts. N'empêche que de deux côtés, il y a quand même plein de gens qui y croient et qui essayent de faire à leur niveau ce que nous, on essaie de faire à notre niveau aussi, quoi. Dans cette aventure d'humanité, donc, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont rencontré, soit des gens qui t'ont accueilli, des gens que tu as rencontrés, des pèlerins, mais qui sont devenus un peu tes mentors, ou des gens qui tu dis « Wow ». Y a-t-il des personnes que tu as rencontrées qui ont eu ce rôle-là, qui ont eu une certaine influence sur la façon de voir Compostelle, la façon de vivre le pèlerinage? Il y a un nom qui me vient d'abord à l'esprit, c'est que quand on est parti de Jérusalem, on est monté à Nazareth. À Nazareth, on savait qu'il y avait le père Choufani. Le père Choufani, c'était un prêtre maronite. Et il était directeur d'un lycée, d'un collège. Les élèves l'appelaient papa. Ils ne l'appelaient même pas monsieur le directeur ou quoi, ils l'appelaient papa. Et donc il y avait des chrétiens, des musulmans, et il travaillait en lien avec une école juive de Jérusalem. Et lui, son discours, c'était
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à vivre ensemble un jour, tous, sur ce territoire que sont Israël et la Palestine. Et le jour où ça se fera, j'aimerais que le pays soit pas en trop mauvais état. Donc, j'ai une autre façon de me battre, entre guillemets. Et son travail, c'était à travers l'éducation, etc. Et lui, ça reste quand même un type extraordinaire qui a reçu un prix. C'était pas le prix Nobel de la paix, mais il y avait quelque chose par rapport à la paix parce que régulièrement, il organisait des voyages où il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, et ils allaient, par exemple, dans les camps de concentration en Allemagne, pour leur expliquer, voilà, il ne faut pas que ça recommence. Et il y avait vraiment un travail de fond, et surtout que c'est vachement important au niveau de l'éducation, surtout les jeunes qui se font embrigader, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et donc il y avait un gros travail par rapport à ça. Ça a été une des personnes, mais après j'ai des visages qui me reviennent, en particulier de prêtres. Et Richard, lui, il était toujours, comme il était un petit peu fâché avec la religion, il essayait toujours de poser la petite question un peu piège. Et quand, je me rappelle qu'il avait demandé à un prêtre qui nous avait tenu tout un beau discours pendant longtemps. Et pareil, il faisait partie, je pensais à lui, quand j'ai dit que c'était des gens très érudits, qui passaient énormément de temps à lire. Et Richard lui dit, mais à la fin, parce qu'il l'a posé aussi aux musulmans la question, et il dit, mais à la fin, quand on sera tous morts, où on va aller tous? Et donc, et systématiquement, je ne sais pas si les gens devinaient sa question, mais il disait, ben, on ira tous au paradis. C'était vraiment, il y a pas, c'est pas parce que moi je suis chrétien que lui est musulman et juif, moi je vais aller au paradis, puis eux, ils vont aller en enfer ou je ne sais où. Donc à chaque fois, il y avait une espèce de sagesse derrière qui fait. Et c'est pour ça, alors je ne sais pas, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est comme ça, mais rencontrer des gens qui étaient vraiment raccord par rapport à notre projet, par rapport à notre démarche. Il y avait la sagesse et puis surtout la bienveillance et la volonté de voir que les choses s'arrangent, quel que soit le... Parce qu'il y en a qui étaient au Moyen-Orient, il y en a qui étaient en Europe. Et donc, à chaque fois, on retrouvait ce truc. Et moi, quelque part, j'ai jamais de problème avec la religion. J'étais pas fâché ni avec les chrétiens, ni avec les juifs. Avec les copains, on a toujours discuté religion. On était de cultures et de religions différentes. On a toujours passé notre temps à parler de ça, du sens de la vie, de la mort, de Dieu, etc. Mais... là, je retrouvais vraiment un truc qui m'intéressait. Je me dis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que là-bas, le juif nous a tenu ce discours. Là, il y a le musulman qui nous a dit la même chose. Là, il y a le chrétien qui nous redit la même chose. Et puis à côté de ça, il y a des gens qu'on a rencontrés qui ne croyaient plus du tout en Dieu, mais qui étaient dans ce truc et qui, à travers notre passage, étaient contents parce que vous nous rendiez un service. Nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et on va vous filer un coup de main pour que vous avanciez encore sur votre chemin. Et je crois que là, c'est... Ouais, encore une fois, c'est plus une globalité des souvenirs que j'ai. Il y a plein de visages qui, quand je parle, là, il y a plein de visages qui me viennent. Et à chaque fois, ils nous ont marqué à leur manière. Je te ramène sur les chemins de compagnie. Si on faisait l'inventaire dans la salle, probablement qu'on retrouverait la plupart des chemins que tu as probablement déjà arpentés. Souvent, les gens reviennent de leur expérience de Compostelle puis nous disent « Oh, je suis allé à tel endroit, tel gîte, il y avait vraiment une énergie particulière. » Y a-tu dans tous les chemins que tu as fréquentés, des gîtes, des lieux, tu dis, ouf, il se passe quelque chose de spécial. Tu pourrais toujours en nommer certains de ces espaces, de ces lieux-là, en disant, wow, quand je suis passé là, particulier, soit au niveau de l'accueil, au niveau du gîte, au niveau de l'environnement. Il y a un endroit où j'étais passé en 2001, c'est pour ceux qui se rappellent, qui sont passés, quand on quitte Castro Jerez, on va vers... il y en a qui poussent jusqu'à Fromista, mais quand on monte à monter là, des Los Mortaleres, on redescend sur le chemin et on arrive à Hierro de la Vega. Il y a un petit pont là où on passe au bled. Mais juste un petit peu avant, il y a un gîte tenu par les Italiens, l'Ordre de Malte, et c'est l'hébergement Saint-Nicolas. Ouais. Donc la première fois que je passe là, je marche avec une dame, Joëlle, qui m'avait demandé si elle pouvait passer le col de Roncevaux avec moi parce qu'elle avait peur de le faire toute seule. Finalement, on a marché jusqu'à Fistera ensemble. Et on s'arrête là et on discute un peu. Il y avait une dame, une Française, qui s'appelait Larissa. Elle nous a expliqué, je crois qu'elle avait perdu sa fille, un truc comme ça. Donc ça avait un peu plombé l'ambiance. Puis là, ça nous a fait quand même un coup de blues. Et on est là et on boit un café. Je m'arrête tout le temps là à boire un café, prendre le tampon. C'est plus symbolique, j'aime bien cet endroit. Et là, on est arrêté. Puis je dis, ouais, je vais quand même faire un tour à l'intérieur. Il y a une espèce de petite chapelle. Et je m'assois là, ce qui peut être l'hôtel, c'est tout petit, hein. Et je m'assois, et puis je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce d'énergie qui monte, et qui me fait remonter plein d'émotions. Je commence à pleurer, puis je me dis, et je ne comprends pas trop ce qui m'arrive là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'essuie mes larmes, je sors,
quand on repart avec Joël, je lui dis, écoute, je ne sais pas si c'est parce que Larissa nous a raconté l'histoire de sa fille ou quoi, mais j'ai eu une de ces émotions dans la chapelle. Elle me dit, bah, des fois, ça arrive à certains endroits. Bon. Je repasse là en 2005, donc on arrive de Jérusalem. Et je dis, on était un gros groupe, il s'était formé un groupe sur le Camino Frances, on était une vingtaine, 21 ou 23. Et là, je leur avais dit, allez-y, moi, je vous rejoins plus tard à Itero de la Vega. Et je m'arrête là tout seul, pareil, je bois un café, je me fais mettre un coup de tampon sur la crédentiale, et je me remets à la même place, et rebelote. Ça remonte, je fonds en larmes, je me dis, bon, je sais toujours pas ce qui se passe, j'essuie mes larmes, je repars, je rejoins le groupe, on part, et peut-être, donc ça c'est en 2005, et en 2000, c'était il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était avant la pandémie, il y a un copain, Robert, là, qui était passé à Cahors, on avait sympathisé, et je lui avais dit, toi, tu vas finir à Santiago, tu verras. Parce que lui, il faisait des petits morceaux comme ça, puis finalement, il a fait des plus gros morceaux, il est arrivé à Compostelle, et un jour, il poste un truc en disant que bah, quand il est passé au gîte de Saint-Nicolas, il a posté une photo, il a raconté ce qui s'était passé, il s'était assis exactement au même endroit que moi, il avait fini en larmes. J'ai dit, écoute, j'ai vécu exactement la même chose que toi. Et un autre endroit, mais là, pour le coup, ils ne sont plus là, c'était peut-être qu'il y en a qui sont passés à Eunate, la petite chapelle octogonale. Donc c'est un petit crochet à faire avant de rejoindre Puente l'Arena. Et ceux qui arrivent de la voie d'Arles, ben, on passe là. Et à l'époque, il y avait Maria Lutz et son mari était hollandais. Elle était d'Amérique du Sud, lui était hollandais, Yann. Et à Eunate, c'était 10 personnes, 10 places, les 10 premiers qui arrivent, après c'est fini. Donc moi j'y vais, on nous en avait parlé, donc avec Joël on y va. Non, j'étais passé en 2001 et là je suis en 2006, j'accompagne une amie qui n'osait pas faire le chemin toute seule. Et je lui dis on va aller à Eunate. Par contre il ne faut pas en parler trop parce qu'il n'y a que 10 places. Alors, on a prévenu un couple de Québécois, ils sont venus avec nous. Et on arrive là, on est accueillis tout, puis Maria Luz, elle dit, ben, nous on fait l'accueil. C'est la première fois, parce que quand je suis passé la première fois, elle n'était pas là. Mais là, elle est là avec son mari, et ce sont eux les propriétaires de Eunate. Et elle dit, ben, nous on fait l'accueil comme à l'époque du Christ, on commence par un lavement de pieds. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux commencer? Alors moi déjà, je suis plus des pieds, j'étais vachement gêné. Et tu sais, je crois que j'ai pas trop de choix. Ouais, d'accord. Alors je mets mes pieds dans la bassine, elle commence à me laver les pieds, donc il y a tout le monde qui est là. Les 10, on est tous là. Et elle commence à me laver les pieds, puis là, pareil, je sens une émotion qui monte. Et là, je ne comprends vraiment pas, je me dis, wow, je vais pleurer. Et je ne vais quand même pas pleurer devant tout le monde, là. Je vais avoir d'un con. Et alors je me retiens. Et à la fin, je dis merci, hop, je trace direct dans la chambre, à l'étage. Je traîne un peu en haut, et la copine que j'accompagnais, elle remonte, elle venait de se faire laver les pieds, elle pleurait, je dis, toi aussi ça l'a fait. Elle me dit oui. Puis là derrière, il y a une Allemande qui se pointe, qui pleure, je dis, toi aussi? Elle me dit non, c'est ma copine qui est en train de se faire laver les pieds, elle pleure, et moi ça m'a fait pleurer. Et en fait, on était 10, donc, et il y avait un mec qui était un peu particulier. La copine, elle me dit, tu te rappelles du con là, dans Saint-Jacques-la-Mecque? Elle me dit, bah, il est là avec nous là. Et donc lui, c'est le dernier, il monte à la chambre, je dis, et je vois qu'il a les yeux qui brillent et tout, puis je dis, mais toi aussi ça l'a fait, hein, l'émotion, elle est là. Il me dit, non, pas du tout. Il part comme ça. Je dis, quel mytho celui-là. Et ça a été un truc, je crois qu'il n'y a aucun de nous qui aurait pu l'expliquer. Et c'est resté très fort, mais en même temps, c'est dommage parce que après eux sont partis au Brésil pour s'occuper des enfants dans les favelas. Avant la petite pause, puis la période de questions qui va suivre, on va continuer les questions, puis on va accueillir des questions de la salle après la pause. J'ai une dernière petite question à poser avant la pause. Je vais en avoir d'autres après. Pour ceux qui étaient là en avril dernier, vous vous souviendrez, on a eu notre premier souper causerie. Et vous vous souvenez que la thématique, c'était quoi? Pèlerins ou randonneurs, etc. Donc, comme association, ici à Montréal, on était préoccupés. Puis, en fait, je résume la question, pour ceux qui n'étaient pas là, en disant, bon, d'une part, Compostelle, il y a eu une expansion phénoménale de Compostelle, du phénomène Compostelle. On retrouve de plus en plus de gens sur les routes pour toutes sortes, avec toutes sortes de motivations, dans toutes sortes de formules. Donc, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est légitime de vouloir rendre l'expérience plus accessible. Mais le défi, puis cette question-là a été posée de toutes sortes de façons durant la soirée, comment faire en sorte qu'on puisse rendre l'expérience accessible sans la dénaturer? Et
On se l'est posé ensemble, la question. Ben, ce soir, je la pose à Mehdi. Ça, c'est la question piège. Ouais, c'est compliqué à répondre à ça. Bon, déjà, le chemin, je pense en particulier à la Voie du Puy et au Camino Frances, qui sont les deux les plus fréquentés. Je pense qu'ils sont vraiment victimes de leur succès. Donc ça, c'est... Il y a une personne qui rentre chez elle, ouais. Là, en plus, au Québec, c'est vraiment ce que moi, j'ai ressenti de France. C'est quand il y en a des compatriotes à vous qui rentrent, qui en parlent autour d'eux, ça renvoie je ne sais combien de personnes sur les chemins. Et je pense que c'est un peu partout comme ça. Et donc, plus il y aura du monde, plus il va y avoir des comportements qui sont un peu... qui ne collent pas trop avec l'image que nous, on a de... En tout cas, que j'ai du chemin. Mais autant il y en a, je pense, qui passent à côté du chemin. Je me rappelle d'un type en 2001 c'était un ancien banquier, et qui il n'avait pas perdu l'habitude de tout calculer, d'être dans ses chiffres et tout. Donc, je me rappelle que je marchais avec une dame que j'avais rencontrée à Toulon, et on parle, et à un moment, elle dit la magie du chemin, déjà en 2001, et lui, il dit la magie du chemin, lui, il est tout le temps avec son carnet, son nombre de kilomètres et machin et tout. Et moi, je n'ai même pas assisté, je n'ai même pas essayé d'argumenter et tout. Je me suis dit, il est à côté. Il fait un autre chemin, c'est pas le mien, c'est pas le nôtre. Il est dans son truc et je pense qu'à mon avis, il va aller au bout. Enfin, il faisait par tronçon. Je pense que cette fois-ci, il n'aura pas compris. Peut-être la prochaine fois. Après, il y a des gens qui sont... Il y a ceux qui font en particulier le Puy-Conques. C'est quand même une autre ambiance. Il y a beaucoup de gens qui font que cette partie. Ça ne les intéresse même pas d'aller plus loin. Ils se font des espèces de vacances. Ils se font un petit trip, font leur truc. Et je pense que c'est pareil. C'est dommage parce qu'ils arrêtent un petit peu avant que ça commence. Finalement, parce que le chemin commence au puits pour cette voie, mais même avant si on part de plus haut. Mais en même temps, l'essence du chemin, on la goûte quand à un moment donné, il y a une espèce de filtre. Il y a des gens qui partent, et puis ça devient un peu plus intimiste dans les gîtes, ou sur le chemin, on rentre dans quelque chose de plus profond. Si on part longtemps, il y a l'effet physique qui va jouer aussi sur le mental, sur le corps. Mais il y a un monsieur qui m'a demandé un type de, je sais plus, on était près de Lectoure, je crois. Et moi, j'accompagnais un Canadien à l'époque qui avait besoin d'acheter du matériel. Et il y a un monsieur du village qui vient et qui me dit vous faites le chemin? Je dis oui. Et il me dit vous savez qu'il y en a qui font le chemin, ils ne savent même pas pourquoi. Et je dis ah bon? Il me dit ouais, mais ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi. Mais moi, c'était mon premier chemin, je ne connaissais rien. Donc, je trouvais ça un peu bizarre comme truc. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Mais je dis ah bon? Et puis finalement, j'ai rencontré des gens effectivement qui ne savaient pas trop pourquoi. Ils avaient été appelés, on leur a parlé, ils ont dit tiens, j'y vais, sans même savoir dans quoi ils se lançaient. Puis finalement, ils ont découvert un autre monde. Et je pense que ceux qui découvrent cet autre monde-là, là, ils sont sur un truc, pour moi, ils sont dans le chemin. Et après, il y en a d'autres qui vont passer à côté. Je vais prendre un exemple qui moi, m'avait choqué. C'était deux exemples. Le transport des valises. Moi, dès le premier chemin, il y a une espèce de guéguerre entre ceux qui portent leurs sacs et ceux qui se font transporter les valises et ceux qui se faisaient transporter par les camionnettes. Et un jour, moi, j'aime pas ça. Je me dis, ouais, attends, on est sur le chemin de Compostelle, je ne vais pas commencer à rentrer comme dans mon quartier, là, où il y a une partie qui se prend la tête avec l'autre. Et un jour, on arrive dans un village, il y a un monsieur là, qui transporte des personnes avec la camionnette, et il fait super chaud. Et quand on arrive, je me rappelle vraiment bien la place, il y a une fontaine à cette place-là, et quand on arrive, eux sont arrêtés, la camionnette a les portes arrière ouvertes, il y a des gens qui sont dedans. Le chauffeur, il descend avec une assiette avec de la pastèque toute fraîche, et il vient vers nous, et il nous offre de la pastèque. Et je me dis, voilà, là, c'est le moment pour profiter et discuter avec les gens. Et là, je suis allé discuter, je me rappelle, il y avait une dame anglaise qui était vraiment, vraiment en surpoids, elle avait la crème sur la peau là, par rapport au soleil, mais elle m'a dit, mais il n'y aurait pas ça. Moi, je ne pourrais même pas imaginer d'être là, sur ce chemin. Mais pour elle, c'était vachement important. Et là, quand je suis reparti, je me dis, j'avais bien raison de ne pas me mettre dans cette guéguerre à 2 balles, là. Il y en a certains qui ont leur motivation, leurs raisons, des fois, c'est des raisons de santé en particulier. Et donc, je comprends tout à fait. Il y en a même qui sont passés à Cahors en me disant mais tu ne peux pas savoir à quel point ça m'énerve de ne pas pouvoir porter mon sac parce que je culpabilise, parce qu'on me fait la remarque. Et ça, je trouve vraiment ce truc complètement nul. Mais à côté de ça, il y en a, les pèlerins m'ont dit, il y en a, ils ont une valise, ils ont que du vin dedans, que des bonnes bouteilles de vin, parce qu'ils veulent boire du bon vin en rentrant le soir au gîte. Et il y a un hébergeur, il m'a dit, mais attends, eux, ils avaient une valise, c'était l'apéritif qu'ils buvaient chez eux. Donc tous les soirs, ils voulaient boire l'apéritif qu'ils boivent chez eux. Et là, tu te dis, ça, c'est vraiment l'aventure, quoi. La belle découverte.
Et donc, ces gens-là, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais honnêtement, pour moi, ils passent à côté du truc. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Mais à côté de ça, ça va être plein de gens, je pense, qui sont... Voilà, l'exemple que j'ai bien aimé, c'est un type, un retraité, qui se pointe en fin de journée au magasin. Il arrive, je vous propose une bière et tout, puis on se boit la bière devant le magasin. Et donc, quand il est arrivé, je me suis dit, lui, ça se voit que c'est vraiment un sportif. Il était vraiment bien bâti, pas sec, mais voilà, il n'y avait pas de graisse, rien. Il était vraiment bien bâti, effilé et tout. On commence à parler, puis il me dit, tu sais, j'ai toujours marché sur des GR. J'ai fait plein de chemins de randonnée partout. C'est la première fois que je marche sur ce chemin. Il marque un temps de pause comme ça, et puis il me dit, il y a quand même quelque chose sur ce chemin, hein, avec un grand sourire. Et il m'a dit, moi, j'ai une femme extraordinaire, j'ai une bonne retraite, mes enfants ont réussi, je ne me pose aucune question sur la vie. Mais là, sur ce chemin, il s'est passé un truc. Et il pouvait aller jusqu'à Compostelle, sa fille se mariait, puis elle lui avait dit, bah, si tu as envie d'aller, vas-y. Puis il a dit, je vais prendre mon temps, je vais rentrer, je vais assister à son mariage, je repartirai. Et là, je me suis dit, ça, c'est vraiment le bon exemple du gars qui est parti randonneur. Et puis finalement, il y a un truc qui s'est passé. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'il est devenu pèlerin, mais en tout cas, il s'est passé un truc. Et il y en a plein. Il y en a plein comme ça qui partent en disant, waouh, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais là, il s'est... C'est passé quelque chose. Ouais. Super. Je vais poser une petite question. Après ça, je vais vous laisser l'occasion de commenter ou poser des questions à Madi. Donc, cet été, on a eu un élément imprévu. On s'est rencontrés, Françoise Madi, par hasard à Santiago. Dans le fond, Madi et moi, on s'était vus uniquement sur Zoom. Donc, on ne s'était jamais vus pour de vrai. Donc, on s'est vus pour de vrai au hasard d'un coin de ruelle. Françoise et Madi étaient en train de prendre une bière ou autre chose sur une terrasse. Bien agréable. Donc, ce que Madi m'apprenait, c'est que le Camino Frances, c'est un peu son chemin un peu coup de cœur. Ça faisait la 5e ou 6e fois qu'il faisait le chemin de le Camino Frances. Et la question que j'aurais le goût de vous poser, c'est par rapport à ceux et celles qui sont à leur premier chemin, est-ce qu'on trouve encore, tu l'as fait en 2023 comme moi, est-ce que tu as encore rencontré, est-ce qu'on trouve encore des gens qui ont un peu imprimé dans les yeux cette magie, ce merveilleux-là que tu as pu, toi, vivre lors de toutes tes expériences? Est-ce qu'on retrouve encore ça en 2023 sur le chemin? Oui, sans hésiter, oui. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs. Après, c'est vrai que depuis la dernière fois, c'était 2010, donc 13 ans plus tard, et puis on me l'avait dit, et je l'avais lu souvent, que le chemin avait bien changé. Mais finalement, j'ai retrouvé... je me suis fait mon chemin. Et avec Fabrice, le copain avec qui je suis parti, puis après on a rencontré François, un gars que j'avais hébergé à Cahors. On a fait notre chemin comme on a voulu. On a marché seul, on a fait des rencontres, on n'avait pas à réserver. On s'est retrouvé la plus grosse partie. À chaque fois, je comptais. Je voyais ce que j'avais en visuel comme personne devant moi et derrière moi. Je me rappelle qu'on était... Sur un tronçon de 200 mètres, on était 11, le plus que j'ai compté. Donc 11 sur 200 mètres, c'est pas beaucoup, par rapport à ce qu'on m'avait dit, puisqu'on m'avait dit, ouais, ça va être l'autoroute, etc. Et finalement, c'était très bien. Et puis j'ai rencontré des gens qui étaient, qui avaient encore les yeux qui brillaient, qui étaient encore émerveillés. Il y avait les mauvais côtés, c'était que j'ai vu beaucoup, enfin à mon goût, il y avait trop de gens qui faisaient la gueule. J'ai jamais su pourquoi. Parce que plein de fois, je me suis dit, j'ai envie de les secouer, leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être là. Et là, vous tirez. Et je peux comprendre, hein, quelqu'un qui a vécu, par exemple, quand je parlais de Stéphane tout à l'heure, quelqu'un qui a vécu un gros drame, je peux comprendre. Mais là, il y en avait trop qui faisaient la gueule. Ils ne pouvaient pas tous avoir vécu un drame. C'est pas possible. Et il y avait aussi l'histoire des écouteurs. Il y en avait énormément avec leurs écouteurs. Donc, il y en a un que j'ai présenté, puis en fin de compte, Benjamin, là, il est passé tellement vite qu'il n'a même pas entendu ce que j'ai dit. Donc, il a tracé sa route. Et le smartphone, la place du smartphone, là, c'était... j'avais dit à Françoise, alors chez nous, c'est interdit, les brouilleurs d'ondes. Mais je lui avais dit, c'est un accessoire dans lequel j'aimerais bien investir, c'est un brouilleur d'ondes. Et dès qu'il y en a un qui commence à me casser avec son smartphone, je mets un coup, et hop, la communication est terminée. Mais en France, c'est cher. Si on se fait repérer avec un truc... Parce que du coup, il y a des appareils qui repèrent les brouilleurs d'ondes. C'est comme les détecteurs de radar. Il y a des détecteurs de radar qui détectent les détecteurs de radar. Et ça coûte cher comme amende. En Espagne, je ne sais pas ce qu'il y en est, mais parce que les gens qui téléphonent en marchant, là, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils dérangent les autres, un peu comme dans le train.
ou ceux encore pires, qui se mettaient en visio, en marchant, et puis on est derrière, puis je ne vais pas forcément être dans la vidéo, et que ça m'agace d'entendre leurs histoires. Même quand des fois je ne comprenais pas, parce que c'était en coréen ou je ne sais quoi, et je me disais, mais j'ai pas envie, c'est pas normal qu'on m'impose ce truc-là. Même s'il y a un décalage horaire, tu prends ton temps, tu t'arrêtes dans un coin, tu vas discuter avec la personne, mais tu nous laisses faire notre chemin. Et les manques de réponses quand on disait buen camino ou hola, donc dire bonjour, puis la personne ne répond pas. Et ça, finalement, ce qui m'a agacé, c'était que je me suis dit, mais en fin de compte, c'est tous les petits trucs que je fuis dans le quotidien qui m'énervent, et là, ils sont en train de le ramener sur le chemin. Et ça m'a vraiment énervé, parce que je me suis dit, mais il ne faut pas qu'ils fassent ça. Là, ils vont vraiment nous pourrir le truc, et ils vont rendre service à personne, et ils ne se rendent pas service à eux-mêmes non plus. Et à côté de ça, on a rencontré des gens qui, avec Françoise, on revenait de Fisterra, je crois que c'était, on est passé par Mouchian, on a fait Santiago Mouchian, après vers Fisterra, et je crois que c'était la dernière partie. On a rencontré un jeune, je ne sais pas si c'était allemand, ou lui, il était à fond dedans, ça faisait un moment en plus qu'on n'avait pas vu quelqu'un de très enthousiaste, et là, il était là, je pense, à mon avis, ça devait être son premier chemin, et il était à fond. Le visage, les yeux, c'était Buen Camino, vous allez adorer, machin. En plus, il nous dit ça, on est quand même des vieux de la vieille, nous. Et vous allez adorer, etc., etc. Et je dis à François, ça fait plaisir. Et contrairement aux autres fois où je suis arrivé devant la cathédrale, pardon, j'ai pas ressenti un truc. Habituellement, je suis quand même ému. Là, j'ai pas ressenti un truc particulier. Et oui, j'ai un petit chat dans la gorge. Et voilà, l'arrivée s'est faite assez rapidement. Et j'étais un peu surpris de ne pas justement avoir une espèce de montée d'émotion comme ça. Et là, j'étais encore avec Fabrice. On est resté je suis resté 2 jours à Santiago. Fabrice est parti. Je suis allé. François, c'était prévu qu'elle me rejoigne à Compostelle et qu'on se fasse Fisterra Mouchian ensemble. Et donc, quand on fait notre chemin, on finit par. Et là, je dis à François, on prend nos sacs pour aller jusqu'au phare, au kilomètre 0. Ça serait bien, parce que la plupart des gens, ils vont sans leur sac, mais moi, j'aimerais bien avoir une photo de nous avec le sac. Et on a fait comme ça. Et ce qui était bien, c'est que tout en continuant, ceux qui redescendaient, on leur disait Buen Camino. C'était une façon aussi de leur dire, votre chemin n'est pas encore terminé. Et nous, quand on est redescendu, on nous disait Buen Camino. Et moi, j'aimais ça parce que je me suis dit, ouais, on n'est pas encore rentré. On sait que le chemin est terminé, mais on n'est pas encore. C'est pas vraiment terminé. Et là, je me souviendrai toujours qu'on a croisé une pèlerine et elle m'a vraiment donné de l'émotion parce que j'ai vu son regard, mais c'était vraiment, elle était heureuse. Et je la voyais, je me suis dit pareil, ça doit être son premier chemin. Elle arrive, elle va toucher au but, là, au kilomètre 0. Elle avait l'air tellement heureuse. Ça m'a fait une montée d'émotion comme ça. Je me suis dit, mais je sais pas, c'est comme si je ressentais ce qu'elle devait ressentir. Parce que ça devait être fort pour elle. Et je l'ai pris comme ça en passant, je me suis dit, ouais. Je rentre quand même avec ma petite dose là, que j'ai l'habitude de prendre devant la cathédrale. Et là, je l'ai eu à travers une personne, croisée à peine 3 secondes, pas plus que ça. Mais il y avait tout sur son visage. C'était le résumé de ce que le chemin peut t'apporter. Et là, j'étais content. Et après, à côté de ça, je dirais que même sur le Camino Frances, si on s'organise un tant soit peu, il y a toujours moyen de se faire son truc. Ne serait-ce que... en se décalant par rapport aux grosses étapes, les étapes qui sont souvent citées dans les topoguides, la plupart des gens, moi je l'ai fait la première fois, on a le topoguide et on suit ce que le topoguide nous suggère, et sans se dire, ah mais peut-être que je peux aller plus loin ou m'arrêter avant. Et donc en se décalant comme ça, on évite déjà pas mal du gros de la troupe, et malgré ça, avec tous les hébergements qu'il y a sur le Camino Frances, quand même on arrive à s'en sortir. C'est juste un choix, est-ce que j'ai envie d'être avec le gros du troupeau, ou est-ce que j'ai envie d'être un truc un peu plus intimiste? Mais le Camino Frances en lui-même, avec tout ce qu'on m'avait dit, qu'on m'avait mis en garde, moi je trouvais qu'il était... D'ailleurs, autant les 100 derniers kilomètres, je les ai zappés vite fait, je les ai fait vite fait, et autant je m'étais dit, je reviendrai encore parce que il m'a encore fait vibrer, puis je l'ai vu faire vibrer encore beaucoup de gens. Super. Chers amis, la parole est à vous. Pour le bénéfice de notre ami Richard, je vais peut-être arrêter les questions, les commentaires, ou les résumés. Est-ce qu'il y en a qui ont le... Oui, Julie. Merci, Madi, pour ce partage. C'est vraiment super intéressant. Je ne sais pas si tu aurais le goût de nous raconter un peu comment ça s'est passé avec... C'est Olivier qui s'appelle, le jeune avec qui tu as marché? Oui. Donc, un petit mot pour Olivier. Donc, il a été accompagnateur dans le cadre du projet Seuil. Oui.
Donc Seuil, c'est une association basée à Paris, avec maintenant une antenne à Marseille, et ils espèrent un peu développer d'autres antennes en France, qui a été créée par Bernard Olivier. Bernard Olivier, c'est un ancien journaliste qui a énormément voyagé, qui entre autres, j'ai l'impression que c'est pas très connu ici au Québec, mais il a fait la route de la soie, donc le parcours de Marco Polo à pied, en 3 fois, en partant d'Istanbul jusqu'en Chine. Je n'ai plus le nom de la destination en Chine. Et c'est un bouquin qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, traduit en 22 langues. Et Bernard Olivier, quand il a perdu sa femme, et je crois qu'il s'est retrouvé à la retraite, et qu'il avait des envies suicidaires parce qu'il ne se sentait vraiment pas bien, il est parti faire le chemin de Compostelle en partant de Paris. Et en partant de Paris, il croise sur le Camino Frances un binôme qui vient de Belgique. Donc c'est un adulte qui accompagne un jeune. Il discute avec eux, et c'est l'association qui s'appelait à l'époque Oikoten, c'est le côté flamand en Belgique, qui leur explique leur projet. Et là, Bernard se dit, bah, ça c'est un truc à faire en France. Et il crée l'association Seuil, qui démarre tout doucement. Et moi, en 2006, quand je rencontre Joël, donc la dame dont je parlais tout à l'heure, avec qui on a marché en Espagne, je l'avais déjà vue un petit peu en France, mais j'ai l'impression qu'elle ne voulait pas trop marcher avec moi. Finalement, bah, ça a été l'inverse. Et en parlant de ça, elle me dit, bah, si tu veux, je peux te présenter Bernard Olivier, parce que j'ai une très bonne amie qui a marché avec lui quand il a fait le chemin. Donc en rentrant, je suis monté à Paris. On est allé assister à une conférence. Bernard venait juste de refaire tout son parcours en voiture avec François Dermot, un pèlerin qui a écrit un bouquin, qui était un très bon dessinateur, qui est décédé depuis une maladie. Et donc, je parle avec les deux, puis Bernard, je lui explique que moi, j'aimerais bien être accompagnant, etc., etc. Et Bernard me dit, ben, tu contactes l'association et tu dis que tu as discuté avec moi. J'ai participé à un premier entretien, ça ne l'a pas fait. Après, j'ai été pris pour... il y a 2 adultes qui sont partis avec 2 jeunes qui devaient faire la mer Baltique, donc en Allemagne, jusqu'à la mer Adriatique, finir à Venise. Et ça s'est mal passé. Il y a un des 2 jeunes qui a complètement pété un câble, qui a sorti le couteau, qui a menacé un des accompagnants. Ce qui fait que l'accompagnant, il a arrêté. Le jeune a été renvoyé à Paris. L'autre accompagnant a continué, mais il fallait, pour être accompagnant, il faut être co-accompagnant. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux faire un test co-accompagnant? Je suis allé rejoindre Christian et Mehdi à Munich. On a marché 1 semaine, 10 jours ensemble. Ça s'est très, très bien passé. Et j'ai été recruté après pour être accompagnant pendant 3 mois, donc avec un petit jeune de 15 ans, on faisait Roncevaux, Compostelle, Séville à l'envers. Et il s'appelait Olivier, il avait 15 ans. C'était un peu particulier parce que bah déjà à 15 ans, on est mal dans sa peau. Mais Olivier, c'était vraiment au sens propre comme au figuré, parce qu'il était noir, il n'acceptait pas d'être noir. Et il se mettait du espèce de produit chez nous qui est réputé cancérigène, soi-disant que ça éclaircit la peau. Et donc Olivier était là, il était très sympa pendant 1 semaine. Et puis après, quand on est passé en Espagne, c'était comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Là, ça a été vraiment tout l'inverse. Il s'est avéré être insupportable. Et normalement, on devait dormir sous tente. Et moi, dès le premier hébergement, j'ai vu que, comme on avait sympathisé avec des gens, Olivier, il avait du mal avec ça, le fait de se séparer des gens et tout. Donc j'ai appelé Bernard, je dis, écoute, à mon avis, ça ne va pas aller, la formule gîte, la formule tente. Ce que je te propose, c'est que on dorme dans les gîtes avec le budget qu'on a. On n'avait pas grand-chose. Hein. À l'époque, on avait, tous les deux, on avait chacun 12 € par jour pour se nourrir, se loger. Donc il fallait se débrouiller avec ça. Et on avait 3 € par jour d'argent de poche. Et Bernard me dit, bah, écoute, je te fais confiance. Le courant était super bien passé avec Bernard. Et là, je propose aux jeunes, je dis, Olivier, OK, on va aller dans les gîtes. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller avec l'argent qu'on a, le budget qu'on a. Et les tentes, ils les ont achetées pour nous. Donc, il est hors de question qu'on les renvoie à Paris. On va les porter, ça veut dire qu'on va les porter pendant 3 mois. Et là, il me dit OK. Et on fait notre chemin ensemble. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est comme ça, un binôme avec un adulte et un jeune, au bout d'1 mois, la relation elle commence à évoluer. Il y a une complicité qui se crée. Sauf que moi, il m'a cassé les couilles pendant 3 mois. C'était clair. Je ne sais pas si c'était un projet chez lui qui tenait à mener à bien. Mais bon, il a tout le temps été insupportable. Donc, il m'a fait plein de trucs. Et très vite, il y a un groupe de soutien. Donc, c'est organisé de manière à ce que le jeune ait un parrain, qui était son éducateur spécialisé. J'avais un parrain qui était Christian, avec qui j'avais marché en Allemagne et en Autriche. Et il y avait Bernard Olivier, le responsable de la marche, et une psychologue. Et ce groupe-là vient 1 fois par mois pour pouvoir faire un compte-rendu, etc. Donc, la première fois, ils arrivent à Cacabelos. Et le jour-là, moi, je marche. Et je sens qu'il y a un truc derrière moi. Et je me retourne, le petit enfoiré, là, il mettait le pied dans la boue, puis il me balançait la boue sur le pantalon.
Alors moi, ça m'a énervé, j'ai accéléré, je savais qu'il n'allait pas me suivre. On se retrouve au gîte, et puis le gîte à Cacabelos, c'était, il y a une église et autour, il y a des box. Et les box, c'est avec des portes battantes, comme dans les saloons. Là. Et donc à un moment, moi, je sors, je ne sais plus, j'ai dû aller aux toilettes ou un truc comme ça. Et quand je reviens, je vais pour entrer dans le box, je pousse la porte, et Olivier est derrière, il se prend la porte dans la tête, ça l'énerve, donc il se décale, mais moi je pousse l'autre porte, donc il se reprend un coup dans la tête. Et on s'attrape comme ça par le col, pardon pour le micro, on s'attrape par le col tous les deux, et Olivier était, les gens me disaient, il fait plutôt 20, 22 ans, 15 ans, hein. Il était bien battu, il était plus grand que moi, il est bien battu. Et je lui dis, écoute, tape, moi si je te tape le premier, je sais que j'ai tout faux, donc tape. Et on se tient quelques secondes, et puis on se lâche, moi je sors, je vais discuter avec un type dehors. Et là Olivier vient me voir, il me dit, il y a le groupe qui doit arriver après. Et il me dit, mais ça te dérange si on ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui? On me dit, oh, ok, pas de problème. Quand le groupe arrive, on va au restaurant. Moi, je suis assis en face de Bernard Olivier. Olivier, il est un peu plus loin. Il y a donc les parrains, machin, la psy. Et pendant que je parle avec lui, j'entends Olivier qui est en train de raconter un truc. Mais je dis, mais il est en train de raconter ce qui s'est passé, mais il n'a pas raconté le début. Et là, je dis, t'as pas oublié de raconter ce qui s'est passé? Comment ça a commencé, tout ça? Quand tu me balançais la boue sur le pantalon. Et là, il y a Bernard qui prend un verre d'eau, il lui jette au visage. Je lui dis, ça te fait plaisir si je te fais ça? Et là, Olivier, il se serre les mâchoires, il prend un verre à vin à pied. Il le claque sur la table, le verre il casse, il se coupe la main, aux urgences. Là, Bernard, il vient me voir, il me dit, écoute, t'es tombé sur un cas un peu particulier, si tu veux, on arrête. Et je dis, non, non, c'est bon, moi, je suis prêt à continuer. Donc, on continue. Et moi, j'avais calculé, j'avais compris comment Olivier fonctionnait, qu'au bout d'1 heure et demie, il était fatigué, qu'il allait s'énerver. Donc, à 1h15, je suggérais une petite pause, en lui faisant penser que j'étais fatigué. Comme ça, il disait, ouais, le vieux, il n'arrive pas à suivre. Mais en fait, je pouvais largement marcher plus que lui. Et je savais quand il allait me péter un câble. C'est-à-dire, là, une ville où il y a des transports, un avion, un bus. Sauf que le projet, c'est s'il renonce, il faut qu'il envoie un courrier au juge. Et le temps que le juge réponde, il faut qu'il continue à marcher. Et il calculait. Et quand il y a un co-accompagnant qui venait, il pétait un câble. Quand le co-accompagnant partait, il pétait un câble. Moi, j'avais bien compris tout ce truc-là. Et on avance comme ça, tous les deux. Et un jour, on se retrouve à Ponferrada, au gîte. Et on est tous les deux, on est en hiver, hein, donc, enfin on est fin de l'automne, donc on est tout seul dans la chambre. Et à un moment, je lui dis, de toute façon, que tu le veuilles ou non, je vais te ramener à Séville. Je veux que tu aies le Camino, là, je veux que tu... Sachant que lui, au début, il me disait, le Camino, là, c'est complètement débile, votre truc, là, avec ces godasses de merde, là, les fringues qu'on a et tout. Sachant que c'est un mec de Paris, donc lui, il fallait des marques, des Nike, etc. Et là, je lui dis, je veux te ramener parce que je veux que tu aies le Camino qui soit inscrit dans ton parcours de vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton âme. Et là, il m'avait regardé avec des gros yeux, l'air de dire, waouh, qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Il est sorti de la chambre. Et quand il sort de la chambre, moi, je m'adresse à Dieu, je dis, écoute, je veux bien faire des efforts, je veux bien prendre sur moi, je vais ramener le petit con, là, à Séville. Par contre, tu vas me donner quelque chose en échange. Et la journée se passe, on continue à marcher. Et dans le projet Seuil, il y a amener les jeunes à être autonomes. Donc un jour, je lui dis, Olivier, on part de Trier-Castella, toi, tu vas aller par Samos, rejoindre Sarria. Moi, je passe par la Crète, par Sainte-Chine, et on se rejoint à Sarria. Donc j'arrive le premier à Sarria, je m'installe à l'auberge, je me lave et tout. Et à Sarria, si les pèlerins ne se sont pas trompés, ils arrivent par les escaliers, une longue rangée d'escaliers. Donc je me mets en haut et je l'attends. Et je l'attends une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il n'est toujours pas là. Au fur et à mesure que les pèlerins arrivent, je leur pose des questions. Comme c'était le seul noir, celui qui l'avait vu s'en rappelait. Donc je lui dis, t'as pas vu le petit jeune avec qui je marche? Non, non. Là, il y a une pèlerine qui arrive. Elle, je savais qu'elle l'avait déjà vu, qu'elle le connaissait. Donc elle me dit non, je ne l'ai pas vu. On discute un peu. Elle se va, je dis bon, ben, je vais rebrousser chemin, je vais aller à sa rencontre. Et là, je redescends comme si j'allais vers Samos. Et 2-3 kilomètres plus loin, je retrouve Olivier qui marche avec un jeune pèlerin allemand, Herbert, que je connaissais, en qui j'avais confiance. Et là, Olivier m'explique, il me dit Herbert, il m'a payé la visite du monastère, donc c'est pour ça que je suis en retard. Je dis mais il n'y a aucun problème. C'était une très bonne idée, c'est super. Et là, on repart. Et il y a une co-accompagnante qui arrive, Marie-Hélène, et quand il y a un co-accompagnant ou co-accompagnante, c'est aussi pour soulager l'accompagnant. Donc on va arriver sur Sarria, on est dans les 110 derniers kilomètres. Et là, je dis à Marie-Hélène, elle nous rejoint à Porte-Marine, je dis, s'il te plaît, prends-le un peu plus en charge, comme ça il me lâche un peu, parce que là, je commence sérieusement à fatiguer. C'était vraiment très fatigant avec lui, c'était 24 heures sur 24, il fallait faire la police, il était épuisant en fait. Et il savait taper où là ça faisait mal. Donc, quand on arrive à Compostelle, moi je revois une pèlerine avec qui je marche, et j'arrive à Compostelle avec elle, on se prend en photo devant le panneau Compostela, et je rejoins Olivier et Marie-Hélène.
quand on arrive à Compostelle, moi je sais qu'il va nous péter un câble. Donc on loue une chambre à 3, il sort se balader, il est 11h, à 11h il n'est toujours pas rentré. Donc il fait nuit, moi je dis bon, je vais aller le chercher. Quand je sors, je me dis mais c'est mission impossible. Il y avait plein de jeunes, c'était la fête des étudiants, il y avait plein de jeunes. Puis en plus il est noir, donc pour le retrouver dans le noir, ça va être encore plus compliqué. Et j'ai cherché, après j'en ai eu ras-le-bol, je dis c'est bon, moi je rentre, il se démerde. En fin de compte, il arrive, je sais pas, 1h du matin, il arrive à retrouver la chambre, il rentre, il allume la lumière, comme si de rien n'était. Alors je mets une grosse claque sur la lampe de chevet là, pour la foutre par terre, puis je dis rien. Je me couche, et là, il se rendort, le lendemain matin, on part marcher, et Marie-Hélène, elle vient, elle me dit, et moi je suis malentendant, et à l'époque, j'avais pas de prothèse. Donc elle me dit, t'as entendu ce qu'il m'a dit hier soir? Et je dis non. Marie-Hélène, elle avait l'âge d'être plus que sa mère, presque sa grand-mère. Il m'a dit des insultes, il y en a certaines, je les avais même jamais entendues. Mais bon, elle était dans le truc, elle savait très bien qu'il fallait s'attendre à tout avec un jeune comme ça. Et on a fait notre chemin jusqu'à Salamanque, où avant Salamanque, il m'a sorti le couteau. Il a commencé à m'intimider en me disant « Ouais, je sais comment t'énerver, tu vas voir, machin. » Puis là, moi, je suis dans la cuisine. On était au dortoir en haut, puis moi, je descends à la cuisine pour écrire mon carnet de bord. Hein. Et la première chose que je fais en arrivant à la cuisine, c'est que je soupèse la chaise à côté de moi. Je me dis « Si il vient avec son couteau, je lui mets un coup de chaise dans la gueule. » Il descend avec le couteau, puis commence à essayer de m'énerver. Et puis là, je le regarde, je pose mon stylo, je le regarde, je dis, mais ça fait plus de 2 mois qu'on marche ensemble. Si on m'avait dit que ça allait finir comme ça, toi, là, dans l'encadrement de la porte, avec un couteau, en train de me menacer, moi, je croyais qu'il y aurait au moins une espèce de respect. On a quand même vécu des trucs ensemble et tout. Puis là, je sens que j'ai touché la corde sensible, donc je me dis, ouais c'est bon, je continue à parler, à enrober mon truc, là. Puis tout doucement, je vois que... et là, il passe, il jette le couteau sur la table et il me dit... Peace, man, je t'aime bien. Et il monte au dortoir. Et là, moi, je monte au dortoir et il est dans les escaliers comme un gamin. Là, c'est plus un gamin de 15 ans, c'est un gamin de 3 ans, 4 ans. Il est là, en train de mettre son doigt sur la rampe. Et il me dit, ouais, tu n'oublieras jamais ce qui s'est passé. Hein. Il avait une sale manie. Quand il faisait une connerie, il me disait tout le temps, c'est passé, c'est passé. Et je ne supportais plus d'entendre ça. C'est passé, c'est passé. Ça voulait dire, je peux faire n'importe quoi. C'est passé, c'est passé. Et là, quand il me dit... tu t'en rappelleras toujours, hein. Puis là, je dis, ben non, c'est passé, c'est passé. Et on continue notre chemin, on arrive à Salamanque, là, le groupe de soutien qui revient. Donc moi, je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais là, ce soir-là, il n'est pas en train de me faire chez moi. Là, je vois très vite qu'il veut s'en prendre à la psychologue et qu'il se donne un spectacle devant moi. Donc je dis à Christian, écoute, je vais rentrer, parce que je vois qu'il en rajoute parce que je suis là. Je suis sûr qu'une fois ailleurs, il va se calmer un peu. Mais tu fais gaffe à la psychologue. Mais Christian, c'était un grand gaillard, donc je savais qu'il n'y avait pas de problème, il allait gérer le truc. Et donc, j'ai dit à Olivier, bon, moi je rentre, tu sais où on dort. On est à l'auberge de jeunesse. Et je vais me coucher, puis à 1h du matin, le gardien de l'auberge, il me réveille, il me dit, il y a la police, c'est pour vous. Je dis, ouais, super. Et puis, là, un des 2 flics parlait français, il me dit, Olivier voudrait rentrer chez lui. Je dis, c'est comment faire. Bonne nuit, merci et bonne nuit. Moi, je me suis couché, j'ai rien dit à Olivier. Le lendemain, on se lève, je lui dis, je parle toujours pas, je m'habille, lui il s'habille, je sors, il me suit. On va en ville, il me dit « T'as pas quelque chose à me dire ?» Puis je ne réponds pas. Je vais au salon de thé, je commande le café, machin, lui commande son truc, on est à table, l'un face à l'autre, et il me pose la question 2-3 fois. Il me dit « T'as pas quelque chose à me dire ?» Alors je dis déjà, j'ai envie de déjeuner tranquille, tu vois, pour commencer. Il dit après, tu fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre de toi. Je n'ai vraiment strictement plus rien à foutre de toi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je vais à Séville, tu veux venir, tu viens, tu veux pas venir, tu te démerdes pour rentrer, je m'en fous. Et je pars. Et là, il me suit. Et il me suit, puis on continue à marcher. Puis un beau jour, comme il est un petit peu vicieux, là, il m'amène la question un peu... un truc positif ou négatif dont tu te souviendrais, ce serait quoi? Je pense qu'il s'attendait à ce que je disais un truc négatif. Moi, je pensais que tu allais parler de l'épisode avec le couteau. Je dis non, on a vécu des trucs vachement plus positifs que ça, qui, moi, m'ont marqué. Et c'était important et c'était fort. On continue notre marche. Et le dernier jour, enfin 3 jours avant d'arriver à Séville, il me dit « Est-ce que je peux te demander un truc ?» Je dis « Oui ». Alors, avant de partir, on avait fait une fête de départ. Les membres de l'association, le parrain, la marraine, la psychologue, le responsable, etc. Sa famille, ils étaient venus quand même, frères et sœurs et sa mère. Il n'avait plus son père. Et il me dit « À la fête de retour », donc ce sera les mêmes personnes, « À la fête de retour, j'aimerais bien que tu me prennes dans tes bras. » Et moi, je suis un peu surpris. Je dis « Bah oui, il n'y a pas de problème. » Et je vais pour partir, puis il me dit, même si à ma mère. Et moi, j'avais capté avant de partir qu'il y avait un truc avec sa mère dans la relation qui était un peu
elle le couconnait trop. Elle voulait qu'il prenne sa distance, mais en fin de compte, elle le tenait quand même vachement proche. Et quand on est revenu, donc je l'ai pris dans mes bras devant l'assistance, il a été incapable, on devait dire un petit discours, un petit peu, ce qu'on a ressenti par rapport à ces 3 mois de marche, et il a été incapable de parler, il pleurait. Et en fait, sa mère, elle a vu que la relation avec moi avait vraiment changé, et ça ne lui a pas plu. Ce qui fait que quand après je prenais contact avec lui, elle ne passait pas les messages, elle me disait oui, je lui transmets, mais elle n'a jamais transmis. Ce qui fait que ça a fait une coupure, je n'avais plus aucun contact avec lui. Et Olivier, quand il marchait avec moi, il avait donc 15 ans, et ça faisait 4 ans qu'il était déjà déscolarisé, complètement. Alors en plus, il me disait, ouais, il y a des profs, ils disaient que j'étais fou. Puis moi, je lui disais, je ne veux pas dire, mais des fois, quand même, avec ce que tu m'as fait vivre, ça ne m'étonne pas d'eux, quoi. Parce qu'un comme ça, déjà, c'est dur à gérer, mais quand on a 3 ou 4, c'est même pas la peine, quoi. Et là, à un moment, 1 an plus tard, il y a Marie-Hélène qui m'appelle et qui me dit, ouais, je te passe quelqu'un que tu connais. Et elle a été allée chercher Olivier, elle l'avait invité au restaurant, et là, elle me le passe, puis Olivier, il me dit qu'il est en formation. Donc je me dis, ouais, quand même, c'était dur pendant 3 mois, mais ça valait vraiment le coup. Là, je regretterai jamais. Et puis moi, je lui dis, tu te rappelles la pèlerine avec qui je suis arrivé à Compostelle? Oui. Je dis, maintenant, je sors avec elle. Et la pèlerine donc, que j'ai rencontrée en 2006, elle est là ce soir avec moi, et c'est Françoise. Parce que c'était avec elle que j'avais parlé à Saria pendant quelques minutes, et qui a fait que le chemin nous a fait nous rencontrer et vivre ensemble par la suite. Donc Olivier, ça a été une expérience très difficile, mais d'un autre côté, quand j'avais dit à Dieu, en échange, tu me donneras quelque chose, il m'a offert un vrai cadeau. Autre question, rapidement. Oui. Juste une question. Tu parlais tout à l'heure que tu disais que le chemin du puits, le chemin le Camino, c'est fréquenté, etc. Il y a de plus en plus d'affluence. Puis le chemin a un peu changé, même si il n'a pas entièrement changé. Nous, l'expérience qu'on a eue l'année passée, surtout sur le Primitivo, qui n'était pas un chemin qui était très fréquenté, mais l'année passée, il était très fréquenté. Oui. Et comme on était plus vieux que la moyenne des singes qui marchaient, on arrivait toujours plus tard que les autres. Puis comme on ne peut pas réserver dans les auberges municipales, oui. On est arrivé, nous, on n'a pas de place. Donc on est obligé, à partir de ce moment-là, de réserver à chaque fois. Ce qu'on a appris en cours de route, ce qu'on a constaté en cours de route, c'est que, premièrement, l'affluence s'était accrue. Et c'était la course, mais littéralement. Il y avait des gens qui se levaient à 4 heures le matin pour s'assurer qu'il y aurait une place dans l'auberge de l'aide suivante. Nous, on n'était pas capable de suivre ce rythme-là. Alors, on s'est retrouvés un peu, on ne couchait pas dans les auberges, on les réserver dans un petit hôtel. Ça a cassé un peu les auberges, c'est les auberges. Le chemin, c'est les auberges. C'est pas des hôtels. On était un petit peu déçus, on s'est dit, merde, si ça évolue comme ça, on a entendu des histoires d'horreur sur le tourisme organisé, le tourisme commercial est en train de débarquer sur le chemin, les gens qui arrivent avec des valises et non avec des sacs, etc., etc. Alors on s'est dit, merde, si ça évolue en ce sens, ça a l'air à vouloir partir assez vite, décoller assez vite. Là, on va tenter l'expérience le printemps prochain sur le plateau. On va voir si... Parce que là, maintenant, il y a du monde tout le temps. Il y a du monde tout le temps. Mais par rapport... Sauf en juillet. Juste un truc, c'est... En juillet, l'année passée, on a marché, il y avait du monde. Si ma mémoire est bonne, je pense que là, l'Espagne s'en rendu compte qu'il y avait un truc qui est en train de basculer. Et maintenant, il me semble que les valises dans les gîtes municipaux, ils ne peuvent plus réserver... ça ne gardera pas la place. C'est les valises. Hein. Après, ça veut dire que s'il y a des gens qui font transporter ça dans un sac à dos, ça risque de passer. Et malheureusement, mais il y a une certaine prise de conscience, j'ai l'impression, du côté espagnol. Mais en même temps, il y a tellement de monde. Je vois bien que le Primitivo, le Norte, avant, ils étaient très peu fréquentés. Mais là, il y a le Camino Frances en particulier. Quand on fait celui-là, en général, après, on essaye le Norte. Mais là, il y a tellement de monde qui a déjà fait ça et qui voit qu'il y a beaucoup de monde. Ben, je dis, je vais essayer l'autre. Et au final, il y a un copain, l'année dernière, il m'a appelé quand il était sur le Norte.
Je dis alors, comment que c'est en termes de fréquentation? Il m'a dit c'est blindé, il y a du monde pas possible. Mais ça, je pense qu'il n'y a rien à faire contre ça. Ça va pas évoluer. Après, ça va être il va y avoir les travers qu'on a déjà retrouvés sur le Camino Frances, et puis ça va arriver là, et puis après ça sera peut-être un autre. Et je sais pas comment ils peuvent freiner ça, parce que même les petites mesures qu'ils prennent là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment efficace. Vu qu'il y a un nombre incalculable d'auberges privées et qu'on peut pas leur imposer quelque chose à elles, donc ça c'est les proprios qui gèrent. Hein. Ça est en train de perdre un peu son esprit. Après, je pense que, enfin, moi j'essaie de garder mon truc, de me dire, ok, il y a ça. Je ne peux pas agir là-dessus. Par contre, mon chemin, je vais essayer de me le faire. Et puis, il y en a beaucoup qui restent dans ce truc-là, qui essaient de se préserver de pas mal de choses et d'essayer de le faire un petit peu dans ce qu'ils avaient ressenti ou qu'on leur a raconté. Merci. Il y a des commentaires ou questions avant qu'on se laisse? C'est quoi ton prochain chemin? Ah, c'est quoi ton prochain chemin? J'espère que ce sera cet hiver. Mais j'aime bien le faire en plein hiver, en janvier, février. J'aime bien aller partir du puits, me faire l'Aubrac. Parce que l'Aubrac, c'est vraiment un truc qui... En fait, j'ai appris à aimer le froid, à aimer le... C'est vraiment... En fait, quand je suis là-bas, je sais pas que je me sens vivant, mais il y a quelque chose de très fort. Vivre au Québec. Il est fait pour venir vivre au Québec. Oui. Et puis, on va voir pour venir au Québec aussi. Merci infiniment, Mehdi, pour sa générosité, pour Merci à vous. Sa passion contagieuse, je pense que c'est ça. Merci. Merci.